Ce qui se passe au Burundi, la réponse est simple, ce sont les fruits d'une agression occidentale visant à changer le régime du pays. Les choses se dépassent avec des étapes bien claires. Il y a tout d'abord le sommet USA-African Leader de Washington, où le président Nkurunziza est désigné comme devant partir par Barack Obama. C'est le début de la descente aux enfers du pays. Les organismes américains comme l'ANED et le NDI, ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA, façonnent une opposition artificielle, notamment des groupes de jeunes, et le réseau d'ONG de George Soros se met également en action, notamment dans la création de médias hostiles au gouvernement. Il faut dire une première chose là-dessus, pour comprendre toute l'hypocrisie des Occidentaux, c'est que jusque-là, Nkurunziza était le président modèle en Afrique pour les chercheurs, pour les universités, pour les institutions américaines. Il a, au cours des 5 dernières années, reçu de nombreux prix, dont celle de plusieurs universités en Californie, comme chef d'État modèle de la pacification d'un pays et comme chef d'État modèle dans la reconstitution d'un État. Mais une fois le sommet de Washington avéré, ce chef d'État parfait devient un paria, un dictateur, un homme infréquentable. Nkurunziza, évidemment, refuse de s'incliner. Il y a à ce moment-là un premier conflit qui s'ouvre sur l'interprétation des accords d'Arusha qui ont mis fin à la guerre civile. Les accords d'Arusha disent que le président est élu pour 2 mandats, retenez ce terme élu. Nkurunziza, en fait, a été désigné comme président pour un premier mandat, précisément à Arusha, et il a été élu une seule fois. Il estime donc, c'est l'avis également des plus hautes autorités constitutionnelles du pays, qui, je rappelle, sont souveraines dans ce cas-là. Il ne peut pas accepter que la constitution d'un pays soit discutée de l'étranger, de Washington, de Paris ou de Bruxelles. Eh bien, donc, la Constitution lui donnait le droit de se représenter. Des émeutes, c'est-à-dire une révolution de couleur rampante, sont lancées. Les médias occidentaux donnent l'impression que le pays est en révolte ou en déstabilisation. En fait, il se passe ce qui s'est passé en Ukraine fin 2013, début 2014, où le Maïdan au départ ne concernait que quelques quartiers de Kiev. C'est ce qui se passe à Bujumbura. La révolte ne concerne que quelques quartiers. Comme ça ne marche pas, comme le travail de Soros, de ces ONG, des groupes de jeunes financés, manipulés par les Américains ne fonctionne pas, la deuxième phase, c'est un coup d'État mené par un ancien chef des services secrets, très proche de l'Africom. Il est soutenu à nouveau par Paris, par Bruxelles discrètement. Toute la presse fait croire que le président est en fuite. En fait, le coup d'État est maîtrisé au bout de quelques heures et ça ne marche pas. Nkurunziza, imperturbable, se lance dans un processus électoral, municipal, législatif et présidentiel. Soulignons qu'il n'est pas, contrairement à ce que racontent les médias occidentaux et la presse africaine vendue à Soros, il n'est pas un homme isolé, puisque une dizaine de partis au Burundi soutiennent le processus électoral. Les élections se déroulent sans anicroche, tout se passe bien. Le chef de l'opposition décide d'ailleurs de reconnaître la légitimité démocratique du processus puisqu'il siège au Parlement et participe au débat. Et on passe immédiatement à la troisième phase. C'est celle, parce que vous savez que je n'ai pas peur des mots, c'est ce que j'ai appelé l'action des escadrons de la mort. On voit aussi bien dans le clan gouvernemental que dans le camp de l'opposition des figures éminentes être abattues, des attentats ont lieu. Il faut savoir que là-dessus, il y a une enquête qui est diligentée par le procureur général du Burundi. Et que dit cette enquête? Que des éléments étrangers sont en action. On en retombe évidemment dans un schéma à l'ukrainienne. On sait que la chute de Yanukovych a été favorisée par l'action de snipers. On a dit que ces snipers étaient aux ordres de Yanukovych, donc du président élu. On dit la même chose que les meurtres au Burundi sont commandités par le président.
une première chose, on ne voit pas très bien pourquoi il ferait abattre ses plus proches collaborateurs, et notamment le numéro 2 du régime, qui dirigeait les services secrets. Et évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on crée artificiellement un climat de guerre civile et qu'on veut relancer le processus qui avait conduit non seulement à la guerre civile, mais aux différents génocides des années 90. Le procureur général du Burundi, il est formel, il dit processus initié de l'étranger. Ce processus, soulignez-le, il est supporté par les pays occidentaux, Bruxelles, Paris, l'Union européenne et les États-Unis. On voit là une procédure de type néocolonial être mise en route. Il y a quelques jours, par exemple, l'Union européenne a convoqué le Burundi comme on convoque un élève devant un conseil de discipline ou comment on convoque un suspect devant un tribunal. Parallèlement à ça, une action de déstabilisation économique du pays est menée au travers de la manipulation de l'aide au développement. Le Burundi est un pays pauvre, il dépend en grande partie d'aide de l'Union européenne, de la Belgique, de la France, des États-Unis. Eh bien, ces aides sont suspendues, modérées, bloquées, de façon à créer de graves problèmes économiques. Aujourd'hui, on en est à la phase suivante, c'est celle de tenter de réactiver précisément le schéma qui a conduit à la guerre civile et au génocide. Le Burundi n'est plus le Burundi des années 90. L'armée est une armée nationale où sont représentés les Hutus, les Tutsis et aussi la troisième minorité qui sont des populations d'origine pygmée. C'est ce qui fait notamment que le coup d'État du mois de mai 2015 n'a pas fonctionné. Eh bien, on essaye de l'étranger pourtant à réactiver ça. On agite artificiellement, notamment par les groupuscules de jeunes, les quartiers où les Tutsis sont majoritaires dans la capitale. On fait attaquer les casernes par des groupes de jeunes Tutsis, comme cela vient d'avoir lieu il y a 48 heures. Le but de tout ça, c'est de recréer un climat de tension ethnique et d'espérer évidemment que le régime, qui est à majorité Hutu, mais avec une association de nombreux Tutsis et de Pygmées au pouvoir, fera l'erreur de retomber dans une situation de tension ethnique. Ce n'est pas le seul pays, ça sera ma chute, où les Occidentaux jouent cette carte vicieuse, cette carte criminelle des tensions ethniques. On a le cas de l'île de Bioko en Guinée équatoriale, où se situe la capitale Malabo. Eh bien, sur l'île de Bioko, on réactive des tensions ethniques qui n'étaient pas apparues depuis 1968. Une grande firme multinationale américaine du pétrole soutient un mouvement autonomiste de la minorité Bubi, la population étant majoritairement Fang sur l'île de Bioko et en Guinée équatoriale. Des émeutes artificielles sont organisées. C'est le même schéma qui est à l'œuvre au Burundi, qui a été mis en place également en Centrafrique ou au Mali. C'est la guerre de tous contre tous, c'est le choc des civilisations, c'est le choc des ethnies. Il est temps que l'Afrique arrête de se laisser manipuler par la criminelle politique occidentale.